Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce mardi 19 mars. Si vous aimez nos émissions, n'hésitez pas à nous encourager en vous abonnant à notre chaîne et en likant la vidéo, un petit geste de votre part qui nous permet de continuer à vous offrir un journal de qualité. Merci. Dans quelques instants, nous allons retrouver Anthony qui va nous emmener aujourd'hui en Russie pour nous parler bien sûr de la guerre, mais aussi des élections russes et des stratégies employées par la dissidence pour protester contre le régime de Poutine. Mais tout d'abord, faisons un tour de l'actualité en France. Des agriculteurs ont mené de nouvelles actions, notamment à Toulouse, pour protester contre les retards de paiement des aides de la PAC. En effet, le gouvernement s'était engagé à verser ces aides avant le 15 mars et la promesse n'a pas été tenue. D'autres actions ont aussi été menées, notamment à Écuire, à l'occasion d'une réunion avec les préfets de la Somme et du Pas-de-Calais. Et les enseignants non plus ne sont pas très contents. Ils sont en grève aujourd'hui pour protester contre de nouvelles mesures du gouvernement. Plus de 120 manifestations sont prévues à travers le pays, avec la participation de plusieurs syndicats. Les enseignants demandent des salaires plus élevés. Ils s'opposent entre autres à la suppression des groupes de niveau au collège et à une réduction du budget de 700 millions d'euros au ministère de l'Éducation. Et en parlant d'éducation, en dehors des cours d'école, il peut se passer des choses plus graves. À La Courneuve, la préfecture de police a renforcé la présence des forces de l'ordre après l'attaque du commissariat de la ville avec des mortiers d'artifice et des cocktails Molotov en réaction à la mort d'un jeune homme de 18 ans lors d'une collision avec une voiture de police. On rappelle que les assaillants étaient environ 50, que 9 individus ont été interpellés et que 2 policiers ont été légèrement blessés. Et un autre incident qui n'a pas fait de blessés, celui-là, a eu lieu à Neuchâtel-sur-Aisne. Une enquête a été ouverte suite à un incendie qui s'est déclaré dans l'église Saint-Paul, mobilisant 60 pompiers pour maîtriser les flammes. La charpente de l'édifice a été gravement touchée. Les travaux de l'église venaient à peine de s'achever la veille de l'incendie. Certains résidents comparent cet événement à l'incendie de Notre-Dame de Paris de 2019. À l'heure qu'il est, on ne sait pas si l'incendie est d'origine criminelle. L'enquête le déterminera. Et à Miami, un sportif français, le tennisman Arthur Cazaux, classé 74e joueur mondial, a été victime d'un malaise sur le court lundi alors qu'il jouait pour les qualifications du tournoi Master 1000. Des internautes ont critiqué le manque de réaction de son adversaire Harold Maillot au moment de son malaise. Ce dernier a répondu sur les réseaux qu'il avait d'abord pensé qu'il s'agissait d'une simple crampe, qu'il n'avait pas compris tout de suite la situation et il a invité le public à ne pas juger trop vite. Et je vais maintenant vous donner un bon conseil. Si vous vivez en couple depuis 40 ans, que vous n'êtes pas en très bon terme avec vos 2 belles filles et que la maison appartient à votre compagne et que celle-ci risque de partir avant vous, un conseil donc, mariez-vous. Sinon, il risque de vous arriver ce qu'il arrive à Paul. Paul Rudel, un homme de 82 ans, risque d'être expulsé de la maison où il a vécu pendant près de 40 ans. La maison appartenait à sa femme, décédée il y a 1 an, et ses belles-filles ont décidé de la vendre. Comme Paul n'était pas marié, il a été considéré par la justice comme un occupant sans droit ni titre, et le tribunal lui donne 6 mois pour quitter les lieux. Paul ne touchant qu'une retraite d'environ 800 €, un voisin a lancé une cagnotte en ligne pour racheter la maison avec un objectif de 150 000 €. Une belle preuve de solidarité entre voisins. Et il est maintenant temps de retrouver Anthony. Anthony, c'est à vous. Merci Rémi. Bonjour à tous. Ce lundi, la commission électorale russe a confirmé la victoire écrasante de Vladimir Poutine, qui aurait obtenu 87% des suffrages. Un record qui, disons-le au passage, pourrait suffire à soulever des questions sur la légitimité du scrutin. D'ailleurs, l'élection a surtout été entachée de critiques, notamment de la part des États-Unis et de l'Union européenne, qui estiment que les élections n'ont été ni libres ni équitables. Entre autres, Josep Borrell, le vice-président de la Commission européenne, a regretté la décision des autorités russes de ne pas inviter d'observateurs internationaux. Pendant ce temps-là,
En Russie, la victoire de Poutine n'a jamais été remise en question, compte tenu de la répression brutale exercée à l'encontre des dissidents politiques. Ainsi, si Poutine arrive au terme de son mandat en 2030, il dépassera le dictateur soviétique Joseph Staline en termes de longévité. Mais sur place, des signes de discorde sont tout de même venus ajouter une ombre au tableau. Voyez vous-même. Les partisans d'Alexeï Navalny, l'opposant le plus connu de Poutine, décédé le mois dernier dans une prison de l'Arctique, ont appelé les Russes à manifester leur désaccord à l'occasion d'un midi contre Poutine. À cette heure-là, dans certains bureaux de vote, un afflux d'électeurs a ainsi eu lieu, même s'il était difficile de les distinguer des électeurs ordinaires. Les citoyens russes à l'étranger se sont également rendus en masse dans les bureaux de vote. À Berlin, la veuve de Navalny, Yulia, a été accueillie par des acclamations. Elle a déclaré avoir inscrit le nom de son défunt mari sur son bulletin de vote. Pendant qu'à Moscou, sur la tombe de Navalny, des dizaines de personnes ont voté symboliquement pour celui qui était autrefois le chef de l'opposition. Les jours précédents, des incidents épars de protestation se sont produits, certains Russes ayant mis le feu à des isoloirs ou versé du colorant dans les urnes. Selon OVD Info, une ONG qui surveille la répression de la dissidence, des dizaines de personnes ont été arrêtées dimanche dans tout le pays. À Kiev, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré qu'il n'y avait pas la moindre légitimité dans ce qu'il a appelé un simulacre d'élection. La guerre a plané sur les 3 jours de scrutin, l'Ukraine attaquant des raffineries de pétrole, bombardant des régions russes et cherchant à percer ses frontières avec des forces supplétives. Poutine a déclaré que ces attaques ne resteraient pas impunies. Par ailleurs, après sa réélection controversée, Vladimir Poutine a affirmé que des soldats de l'OTAN, y compris des Français, étaient déjà présents en Ukraine. Pour le moment, l'OTAN n'a pas fait de commentaires à ce sujet. J'ajoute que Poutine a aussi exhorté la France à jouer un rôle dans la recherche de solutions pacifiques, plutôt que d'aggraver le conflit. Visant spécialement Macron, il a d'ailleurs déclaré, je cite, « Si quelqu'un veut couvrir les problèmes internes de son pays avec une rhétorique externe agressive, eh bien c'est une astuce bien connue et largement utilisée. » Aussi, face à la presse, Poutine n'a pas manqué de rappeler les conséquences d'une ingérence étrangère dans sa guerre contre l'Ukraine. Il a rajouté qu'un conflit entre la Russie et l'OTAN marquerait l'ultime étape avant une 3e guerre mondiale. Chose évidemment que personne ne souhaite voir arriver. Rémi, c'est à vous. Merci Anthony. Oui, c'est certain, personne ne veut une 3e guerre mondiale, sauf peut-être des fous sanguinaires. En tout cas, l'Union européenne a signé un partenariat stratégique de 7,4 milliards d'euros avec l'Égypte, visant à soutenir le pays qui traverse une grave crise économique. Cet accord signé lors d'une réunion au Caire entre le président égyptien et la présidente de la Commission européenne englobe des investissements dans des projets relatifs à l'énergie et à la gestion des migrations. Certaines ONG pointent du doigt les possibles restrictions de liberté de circulation des migrants associées à cet accord. Et la situation est encore plus alarmante en Haïti. La violence des gangs a explosé ces derniers jours et l'UNICEF a fait référence au film post-apocalyptique Mad Max pour décrire la situation, soulignant notamment des cas de famine et de malnutrition sans possibilité de fournir une aide adéquate. Les gangs contrôlent de larges zones du territoire. Ils contrôlent notamment 80% de la capitale qui est en proie à des meurtres, à des viols et à des enlèvements contre rançon. Et les relations entre le Pakistan et l'Afghanistan ne s'améliorent pas suite à des frappes pakistanaises dans 2 provinces frontalières, provoquant la mort de 8 personnes. Les talibans condamnent ces attaques et dénoncent une violation de leur souveraineté. Le Pakistan affirme avoir ciblé un groupe terroriste actif sur son sol. Les tensions persistent depuis l'arrivée des talibans au pouvoir en Afghanistan en 2021. Et on passe tout de suite aux actualités Chine avec Vladia. Vladia, c'est à vous, on vous écoute. Bonjour à tous, merci Rémi. Beaucoup d'entre vous le savent, le marché immobilier chinois est en difficulté. Les prix des logements neufs dans le pays ont baissé pour le 8e mois consécutif en février. Cette information est tirée des données officielles de Pékin, publiées vendredi. Le secteur immobilier chinois, qui représente un quart de l'économie du pays, est en proie à des crises. Autrefois moteur de croissance, ce secteur tire aujourd'hui l'économie chinoise vers le bas.
Evergrande, le deuxième plus grand promoteur immobilier de Chine, a été en défaut de paiement en 2021. Plus de 50 promoteurs ont été emportés dans cette chute et des milliers de personnes ont perdu leur emploi. Les autorités ont tenté de relancer le secteur par des mesures progressives. Elles ont réduit les restrictions afin d'attirer les acheteurs de logements, demandé aux banques d'État d'augmenter les prêts aux projets résidentiels et contribué à faire baisser les taux hypothécaires. Mais des analystes ont déclaré à Reuters qu'il faudrait du temps pour que la demande ainsi que les revenus et la confiance des acheteurs se rétablissent cette année. De plus, l'agence de notation S&P Global a lancé un avertissement à l'un des plus grands promoteurs immobiliers du pays, China Vanke. La cote de crédit de Vanke a chuté. Cette décision fait suite à la rétrogradation de Vanke par Moody's qui lui a attribué une mauvaise notation lundi. Selon les médias chinois, les banques tenteraient de renflouer Vanke après l'abaissement de la notation. 12 grandes banques seraient en pourparlers pour offrir à Vanke un prêt d'une valeur de plus de 11 milliards de dollars. L'objectif est d'aider l'entreprise à respecter les échéances de remboursement à venir. Vanke était l'un des plus grands promoteurs immobiliers de Chine, mais il a été frappé par la chute de la demande et des prix de l'immobilier. Pékin s'efforce de rétablir la confiance dans le secteur immobilier chinois en difficulté. Certains de ses plus grands promoteurs, comme Evergrande et Country Garden, risquent de faire l'objet d'une liquidation afin de pouvoir vendre des actifs pour rembourser leurs énormes dettes. Un tribunal de Hong Kong a ordonné la liquidation d'Evergrande à la fin du mois de janvier. Les détails concernant l'éventuel prêt de Vanke sont encore incertains, mais les actions de Vanke ont grimpé en flèche à Hong Kong à la suite de ces informations. Elles ont clôturé en hausse de plus de 5% à Shenzhen. C'est tout de mon côté, je vous laisse avec Rémi. Merci à tous, à demain. Merci Vladia, et mettons un peu de beauté dans ce monde de brut. Concluons cette édition avec Giovanni Battista Gaoli dit Il Baciccio. Il Baciccio est un célèbre peintre italien baroque du XVIIIe siècle. Il a façonné sa carrière artistique à travers l'étude des maîtres tels que Rubens, Van Dyck et Strozzi, entre autres. Sa rencontre avec le grand peintre Bernini lui a valu des commandes prestigieuses, le propulsant parmi les peintres les plus recherchés de Rome. Baciccio a été fortement influencé par Bernini, transcrivant sa vision sculpturale dans l'esprit de ses peintures. Son étude des styles baroques et classiques ont également enrichi sa palette, sa précision et tout simplement la puissance de ses œuvres. Les relations entre l'homme, le divin et les vertus traditionnelles sont très présentes dans ses œuvres. Ainsi s'achève ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve donc demain à 13 h pour une nouvelle édition de NTD L'Actu. Très bon après-midi. À demain.